Merci Francis pour ce très brillant exposé auquel pour ma part je suis habitué. Merci pour tout et merci de nous avoir consacré ce temps. Hier, un philosophe, Éric Fiat, pour relier ton propos à la modernité, qui est le thème de ce séminaire, a dit finalement il y a deux conditions pour être moderne. La modernité, je la définis comme l'égalisation entre les hommes et les hommes doivent être maîtres et possesseurs de la nature. Finalement, c'est un petit peu le message que tu développes. Pour ma part, je ne sens pas, donc j'ai un petit besoin d'approfondissement de ce concept, je ne sens pas, si tu veux, l'importance qui est sûrement capitale d'Ecomagination par rapport à la vie, au comportement des salariés par rapport à l'entreprise. Je la sens, mais je ne l'objective pas suffisamment. Est-ce que tu peux... je l'ai senti à travers tes propos, mais il y a des négociations, il y a des problèmes de conflits à gérer, il y a des problèmes d'information, de communication dans l'entreprise, voire une gestion multiculturelle des groupes, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus? D'abord, je pense effectivement que c'est très important avant de balancer un projet. C'est un projet qui n'est pas seulement un projet vis-à-vis des employés, c'est aussi un projet qui est vis-à-vis des clients. C'est une demande des clients. Il y a une demande des clients, il y a une demande des pays, il y a une demande des organisations qui est celle d'aujourd'hui faire des produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Donc, si vous voulez, c'est aussi pour répondre à cette demande des clients des États. Quand on vend des réacteurs à Air France, lui, attention, moi, un de mes premiers problèmes, c'est la zone de bruit qui est autour de Charles de Gaulle. Et puis deuxièmement, c'est la consommation, il faut que je consomme moins. Troisièmement, c'est les émissions toxiques qu'émettent mes réacteurs. Donc il y a une demande très forte des clients, une demande très très forte des organismes. Mais il me semble que pour les collaborateurs, réussir à les fédérer autour de quelque chose qui a un impact aussi sur leur vie. Parce qu'ils prennent tous l'avion, ils ont tous besoin d'énergie. Et finalement, quand on leur dit on va aider à produire l'énergie différemment, c'est aussi quelque part les toucher dans leur vie personnelle. Et je crois que je peux vous assurer que depuis que ce projet existe, ça fait maintenant 1 an, très intéressant d'ailleurs, ce projet existe et on nous dit mais dans le fond, en quoi est-ce que vous avez eu besoin des États pour le faire? Et je dirais que on a réagi d'abord à la pression, à la demande de nos clients avant de réagir à la demande de nos États. C'est d'ailleurs très amusant de voir notre président récemment aller à Washington et parler de ce projet devant la Maison-Blanche alors que la Maison-Blanche n'a pas signé les accords de Kyoto. Alors c'était très intéressant, ce qui montre que parfois la réaction des clients va au-delà de celle des États et que finalement il faudra bien que les États y viennent lorsqu'ils n'y viennent pas naturellement parce que leur clientèle, si j'ose dire, les y amènera. Donc là, c'est peut-être la valeur salutaire du marché, si toutefois il y en a une. Personnellement, je ne suis pas non plus complètement naïf pour croire que le seul marché y arrivera. Je pense que quand il peut y avoir une incitation des États, c'est infiniment meilleur et c'est finalement ce qui se passe en Europe. Je crois que nos collaborateurs vivent de très très près ces notions-là et ils y sont très attachés. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le rôle que ça joue dans la campagne actuelle. Et moi, je suis assez fier d'ailleurs qu'on n'ait pas attendu la campagne pour lancer le projet, sinon on nous aurait soupçonné de racolage. Mais je dois dire vraiment que ça montre à quel point ces notions là sont très très importantes. Alors, ça ne règle pas les problèmes sociaux qui doivent se régler par ailleurs. Il ne faut pas être naïf. Si on sous-paye les gens, si on les emploie mal, ou s'il y a des conflits qui sont des conflits du travail, il ne faut pas espérer arriver en badigeonnant la salle avec du Ecomagination, ça va tout régler. Absolument pas. Je pense que les problèmes restent entiers et qu'il faut être capable de travailler avec les collaborateurs, les organisations syndicales, avec l'ensemble des forces du travail pour pouvoir travailler au quotidien. On ne peut pas espérer comme ça coller quelque chose qui le remplacerait. Simplement, sur le plan de la fédération des collaborateurs, ça joue un rôle très très important dans la quête de sens. Je travaille, pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Alors je vous l'ai dit, pour les métiers hautement technologiques, pas de problème. Pour les services financiers, pour les métiers qui ont une valeur moins directement technologique, c'est très important de travailler pour avoir un sens autre que faire du résultat de bas de bilan. Eh bien, écoutez, je vous donne la parole. Vous avez sûrement de nombreuses questions à poser à Francis Bailly, qui la demande. Si, ça marche. Oui, est-ce que vous parliez du comportement des dirigeants qui doit être respecté, intègre, qui donne du sens? Est-ce que ce n'est pas totalement contradictoire avec le phénomène d'explosion des stock options et tout ce qui va derrière, et les dirigeants qui partent avec... Qui pose un problème. Alors, ça l'est si les stock options sont réservés ou toutes les sortes d'incitations sont réservées à une catégorie. À partir du moment où l'intéressement
parce que finalement, stock option, c'est une forme d'intéressement. L'intéressement est largement réparti, c'est tout à fait autre chose. Effectivement, si c'est réservé à une catégorie, et en particulier une catégorie qui est défaillante, là, je pense qu'il y a un véritable problème. Alors, vous avez raison que je crois que, avant tout, c'est aux entrepreneurs de faire la police chez eux et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'usurpation ou d'utilisation abusive de ces intéressements. Mais l'intéressement doit être très très largement réparti. Et réparti selon des valeurs qui ne sont pas uniquement des valeurs monétaires. Très très souvent, on considère que l'intéressement est directement lié à l'action. On peut donner de l'intéressement aux employés parce qu'ils font juste et pas seulement parce qu'ils font beaucoup. Jusqu'à présent, on a appris à rémunérer parce qu'on faisait beaucoup. Je pense qu'il faut apprendre à rémunérer aussi parce qu'on fait juste. Et donc la réponse, c'est répartir très largement l'intéressement. Merci. Jean-Paul ? Oui, c'est Gad Clermont-Ferrand. Vous avez dit qu'il fallait chercher des compétences. Le monde de la santé a des difficultés à avoir des compétences, donc on va à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, appauvri le Maghreb, on est en train d'appauvrir les pays de l'Est. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la recherche des valeurs, puisque la recherche des compétences, c'est la mondialisation, et on va chercher à l'extérieur ce qu'on ne trouve pas, et on pénalise certains pays en développement. Comment vous analysez ça, vous qui avez une entreprise multinationale ? Oui. Alors, effectivement, je pense que ce que j'ai dit simplement, c'est qu'aujourd'hui, on ne recherche pas que des compétences, on recherche des valeurs également. Quand on emploie un jeune collaborateur, on ne cherche pas simplement un diplôme qui vous qualifie automatiquement, mais on va chercher un diplôme plus un comportement. Et il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer. Il faut savoir chez nous que les dirigeants sont réévalués tous les ans, et les dirigeants sont réévalués tous les ans en fonction, numéro 1, de leurs résultats en termes financiers, numéro 2, en fonction de leur adéquation aux valeurs. Que les dirigeants sont mesurés selon ce qu'on appelle un modèle 360 tous les ans. Je suis évalué par mes collaborateurs, mes supérieurs et mes pairs. D'accord ? Et je suis mesuré en fonction de ce qu'ils me notent, au-dessus, en dessous et les pairs. Donc voilà, si vous voulez, pour répondre simplement à cette notion de valeur. Alors, en ce qui concerne la recherche des compétences, je dois dire que nous, on a toujours largement utilisé les compétences d'où qu'elles viennent. On a considéré que... Mais si vous voulez, je pense que chez nous, d'abord, il faut commencer dans la diversité. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup choqué récemment. J'ai découvert que dans une de nos unités, on payait les amendes parce qu'on n'utilisait pas assez d'handicapés. Mais il y a des compétences chez les handicapés. Moi, ça m'a foutu dans une rage folle. Je peux vous dire aujourd'hui, on a un programme très très important sur les handicapés, qu'on a des affiches partout, qui montrent qu'il y a des compétences chez les handicapés. Donc, si vous voulez, il ne faut pas non plus se limiter. Il y a des compétences dans toutes les ethnies aussi. Or, on a négligé un certain nombre de populations au prétexte qu'il était plus difficile qu'eux. On a aujourd'hui un très grand programme de diversité. Les femmes, par exemple. On a mis une politique très 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 importante pour faire monter les femmes au niveau des centres de décision et de management. On était mais vraiment incroyable, le niveau trop bas que l'on pouvait avoir au niveau des femmes en direction générale et au-dessus. Je peux vous dire que depuis quelques années, on fait un effort énorme de ce côté-là et que donc on ne va pas obligatoirement être amené à chercher des compétences à l'extérieur. Elles existent aussi chez nous, simplement on ne savait pas les utiliser et les rechercher. Alain ? Oui. À plusieurs reprises, vous avez utilisé le mot juste, produire juste. Oui. C'est un mot à la mode. Oui, c'est vrai. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par produire juste ? Oui. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un mot à la mode. Alors, je suis un petit peu désolé parce que on a écrit ces valeurs avant que le mot devienne à la mode. Non, simplement, il y avait à une époque la notion qu'il fallait faire pour faire beaucoup. Et c'est grosso modo la pression de l'actionnaire que l'on cite souvent. Il y a souvent de mauvaises décisions qui sont prises au profit d'un résultat à court terme apparent. Et il faut savoir à tout moment balancer un résultat à court terme apparent avec d'autres notions. C'est-à-dire, grosso modo, je ne vais pas brûler la maison, et toucher la police d'assurance et faire du résultat. Ça, c'est produire beaucoup et mal. Alors, c'est une caricature. Ce que je veux dire, c'est que mettre dans la tête des jeunes qui rentrent que ce qu'on leur demande, ce n'est pas uniquement du résultat quantifié, mais aussi à tout moment de regarder est-ce que ce résultat permet, par exemple, qu'il n'y ait pas de corruption.
à tout moment qu'il n'y ait pas de corruption, que les valeurs d'éthique soient respectées, de refuser une commande si cette commande n'est pas exempte de corruption, ou si cette commande contient de la corruption. Je vais vous donner des cas très particuliers. Il y a des pays dans lesquels aujourd'hui on décide de pratiquement pas aller parce que c'est pas possible, parce que les affaires ne se font que comme ça. Il faut savoir à ce moment-là prendre une juste décision qui est de dire je ne le fais pas. Et je ne le fais pas et ça coûte. Et je n'hésite pas à dire, alors il ne faut pas non plus utiliser l'argument je ne suis pas à tel ou tel endroit ou dans tel et tel pays parce que c'est entièrement corrompu. Ça c'est une mauvaise excuse. Et j'en ai connu pas mal. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des moments où il faut savoir assumer ce que l'on veut faire. C'est ça que j'appelle être juste. Je peux vous assurer qu'il y a des pays, bon je ne veux pas les citer ici, mais il y a des pays où on est obligé de dire on sera ultra minoritaire et tant pis. Il faut en accepter le prix. Christian. Bon, excuse-moi Christophe. Priorité. Non mais j'avais levé la main avant. Oui, c'est pour ça, c'est l'ordre. Moi j'ai été très convaincu par tout ce que vous avez dit sur, au fond, ce qu'on appelait, il y a une vingtaine d'années, le supplément d'âme, oui. Rechercher l'entreprise en dehors, effectivement, de la recherche du profit. Bon. J'ai été aussi parfaitement convaincu par votre rôle un peu d'entreprise citoyenne. Vous ne l'avez pas dit, mais on l'a lu sur le slide. Alors, par contre, où je reste un petit peu sur ma faim, et pourtant vous m'aviez mis en appétit, c'est quand, reprenant des thèses qu'avait beaucoup développées Hervé Seriax, vous disiez, Seriax disait, il faut que quand un travailleur arrive dans l'entreprise, il ne laisse pas son intelligence au vestiaire. Autrement dit, qu'il est bien d'autres choses que le professionnel de l'entreprise. Vous l'avez un peu dit, il est dans sa vie personnelle, oui, plein d'autres choses. Et ça, c'est au cœur aujourd'hui, me semble-t-il, de la problématique de la société moderne. Non seulement il y a une recherche d'un équilibre entre la vie personnelle, comme l'on dit, et la vie professionnelle, mais il y a le fait que j'apporte dans l'entreprise, je sais pas, je suis mélomane, je suis judoka, que sais-je, j'ai une responsabilité d'élu. Et à cet égard, comment l'entreprise va bénéficier, je ne dis pas utiliser, va bénéficier de ce potentiel de la personne que je suis. Autrement dit, votre politique de relations humaines, est-ce que vous l'avez pensée en fonction de cette capitalisation possible de chacun des individus qui la composent, quand bien même vous êtes 90 000, au-delà de la valeur ajoutée qu'ils apportent en tant que professionnels ? Alors, ce qui nous a beaucoup aidé dans ce domaine, ça a été la recherche de diversité. D'abord, la promotion féminine. On était, je crois, vraiment en dessous des seuils normaux de ce que doivent être la présence des femmes. Je ne dis pas d'ailleurs dans les populations cadres. Dans les populations cadres, aujourd'hui, dans certains métiers, on est vraiment à la 50-50. Par contre, lorsqu'on monte dans les hiérarchies, ça baisse et on se retrouvait à 10 ou 15% dans les directions générales. Ça nous a appris, par exemple, à gérer des situations comme celui de la grossesse. De dire, dans le fond, est-ce qu'on va considérer que, ah là là, c'est un problème qui arrive, comment on va le gérer ? Ou est-ce qu'on ne doit pas considérer obligatoirement que oui, la carrière féminine se fera avec des phases qui sont celles-ci, qu'il ne faut pas redouter en disant, mon Dieu, là, là, la bonne nouvelle pour les uns, la mauvaise pour les autres, au moment où on vous annonce, vous savez, cette nouvelle, oh là là, bon. Non, considérez qu'après tout, c'est une nouvelle partie de la vie et que la carrière devra accepter ses plateaux pour reprendre ensuite son cycle. Ça, je crois que si vous voulez, on a beaucoup appris, on a beaucoup discuté avec les femmes, on a un groupe très puissant à l'intérieur, chez nous, un réseau des femmes très puissant, et qui nous a appris à disant, attendez, il faut que non seulement vous l'acceptiez, mais que vous l'endossiez complètement, et qu'on ne reparte pas au point de départ à chaque fois. Et donc voilà, donc c'est pour vous dire que ça, là, on a beaucoup appris. La deuxième chose sur laquelle on a beaucoup appris, c'est dans la diversité ethnique. Je dois vous dire qu'on a beaucoup appris. On a signé la charte de la diversité avec BBA. Nous sommes membres de la HALD. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est une entreprise aux couleurs de la France, très largement. Et on a beaucoup appris. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, le problème, c'est quand on donne des exemples toujours un peu caricatural. Alors, ça m'ennuie un petit peu, mais dans les métiers financiers, parce que dans les métiers techniques, c'est toujours cet entrain de la technique qui fédère tout le monde. Dans les métiers financiers, c'est plus compliqué. Et par exemple, dans un de nos métiers financiers, on a des journées qui sont organisées autour des pays d'origine des collaborateurs.
Alors on va avoir une journée sénégalaise, on aura une journée algérienne, une journée marocaine, etc., etc. À la cantine, on servira en priorité du couscous, etc. Alors c'est caricatural, je le sais que c'est caricatural. En même temps, je peux vous assurer qu'à cette occasion-là, on élargit terriblement le groupe. Alors c'est très difficile de vouloir faire bien sans tomber dans des clichés, mais là on a beaucoup appris. Et en particulier, on a beaucoup appris sur les valeurs d'initiative, de créativité, sur la formidable énergie des banlieues. Parce que cette énergie qui est de la violence, c'est aussi une énergie qui peut être déployée de manière très profitable, au sens large du terme. Et donc, je crois que là, on a beaucoup appris. Alors, d'autres exemples, mais on tombe sur la caricature, donc je suis un peu désolé. La fête de la musique, par exemple. On a décidé qu'à l'occasion de la fête de la musique, pour ceux qui connaissent Buc, on a une grande galerie immense, eh bien, on allait faire venir des pianos, des violoncelles, il y a des orchestres qui se forment, du jazz, un peu comme ici, si j'ai bien compris, et ce sont les collaborateurs qui animent ces orchestres. Bon, finalement, ça crée aussi quelque chose. Alors, désolé pour la caricature, mais voilà, on a des journées, par exemple, des journées portes ouvertes destinées aux peintres de l'entreprise. On se rend compte qu'il y en a beaucoup. Ceci pour vous dire que, et finalement, les journées portes ouvertes où les gens viennent visiter avec la famille les lieux sur lesquels on travaille avec les enfants. Ah, papa, tu travailles là, je ne me rendais pas compte. Bon, je vous le cite tout en étant conscient que c'est toujours un peu caricatural. Christophe Gau, je suis de Rouen, et non pas Christophe Beau. Donc. Oui. Une question pour poursuivre sur les relations humaines ou les ressources humaines, puisque les hôpitaux, si on rate ce métier-là, on rate l'essentiel. Contrairement aux hôpitaux, vous gérez des hauts de cycle, des bas de cycle, des progressions de chiffre d'affaires, peut-être dans certaines branches, des régressions de chiffre d'affaires. Je ne connais pas dans le détail, mais vous avez tellement de multiples métiers qu'à mon avis, tout le monde ne progresse pas de 10% par an. Absolument. Donc, est-ce que vous pensez avoir une politique particulière, donc peut-être mieux que les autres, pour gérer ces filiales ou ces activités qui sont en difficulté temporaire, voire définitive, si d'après vos analyses, le déclin risque de se transformer en cessation? Alors, mieux que les autres, je me garderais bien de le dire. En tout cas, on essaie de le gérer. La première des choses, c'est, je pense, analyser très vite la situation réelle et ne pas se tromper et se bercer d'illusions. Moi, j'ai souvent vécu des situations où on dit il y a un petit problème là, mais le marché va le régler parce qu'il y aura de la croissance. Moi, quand j'entends des programmes entièrement fondés sur la croissance, en tant qu'entrepreneur, je commence à avoir des craintes. Parce que j'ai vu en tant qu'entrepreneur qu'à chaque fois que je pariais sur la croissance pour régler un problème interne, manque de peau, la croissance, elle n'y était pas. Alors, on se retrouve avec le problème, moins la croissance. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut très vite, lorsque se produit un problème d'activité, avoir le courage de dire il y a un problème dans l'activité et le traiter tout de suite. Ne pas attendre que le problème devienne un méga problème. Parce qu'après, vous tombez sur des... Jack Welch, qui était un de nos patrons emblématiques, disait, on m'appelait Neutron Jack, et j'avais une caricature de gens qui avaient tué beaucoup de monde. Il dit, moi, je n'ai jamais fait de plan de plusieurs milliers de personnes. Alors oui, j'ai fait des plans de 10, de 20, de 15, de 100, mais jamais de plusieurs milliers, parce que j'ai su anticiper les problèmes. Et le rôle de l'entrepreneur, c'est d'anticiper et de savoir à quel moment on commence à avoir une dérive dans la situation économique et ne pas se bercer d'illusions en disant le marché reviendra et va régler le problème. Ça, je crois que c'est un devoir absolu, un devoir à partager avec les partenaires sociaux, de leur dire attention, l'activité est là. L'activité est là ou l'activité n'est pas là. Et si elle n'est pas là, de voir avec eux très vite, au tout début de la maladie, si j'ose dire, avant qu'elle devienne pratiquement incurable ou difficilement curable. Ça, je crois que c'est le premier devoir. C'est le devoir d'alerte. Oui. Véronique, Anatole a demandé la parole, je crois. Pardon, c'est tu là, bon, vas-y. Gilles Vidon, métro Charenton-École. Alors, comme ça vous êtes tous réveillés. J'ai un commentaire et une question. La question après. Le commentaire, c'est que je ne me retrouve absolument pas dans ce que vous dites. Je suis chef de service d'un service de psychiatrie et moi, je rame pour retenir les médecins en psychiatrie, pour retenir les infirmiers dans le service, etc. etc.
Alors au fond, peut-être que et c'est le métier, enfin ce sont des métiers dans lesquels, vous l'avez montré sur votre graphique, mais il y a un retour sur soi extrêmement important, mais qui est aussi à la mesure du don de soi, enfin du dévouement et de ce que ça peut nécessiter, etc. Donc au fond, l'identité à l'entreprise, l'identité à la fonction de soignante, elle est extrêmement forte, mais ça n'y fait rien. Les gens. Alors ma question, mais ça nous questionne tous. Je veux dire, on les maltraite. Je crois que vraisemblablement, il faut prendre conscience de ça, c'est qu'actuellement les personnels dans les hôpitaux se sentent maltraités. Pas assez bien traités ou pas assez nombreux, pas assez bien payés, pas assez d'estime, pas assez de we must love them more. Voilà. Ceci dit, la question elle est là. Je croyais moi qu'on était beaucoup plus, mais alors sans doute je me trompe, dans ce qu'on appelle maintenant les employés 35 heures, c'est-à-dire que le loisir avant tout, enfin, où on travaille ok, mais je profite. Alors, moi, je le sens et je ne le sens pas. Je pense que je le sens lorsque vous n'avez rien à m'offrir. Je peux vous assurer que ce que je vois des collaborateurs et des plus jeunes, moi je suis très admiratif des plus jeunes, je vous le dis franchement. Je trouve qu'ils sont remarquables. Moi je vois, il se trouve que nous on fait beaucoup de stages, mais au sens qualifiant, pas de stages pour masquer les emplois, au stand qualifiant. Je peux vous assurer que je les vois enthousiastes, je les vois courageux, je les vois ne pas compter leurs heures, et je ne crois, pour ceux que je vois, alors là aussi peut-être que je suis un peu naïf, mais pas tellement dans ce qu'on appelle cette génération de 35 heures. Par contre, ce qu'ils demandent, c'est que la vie, c'est pas uniquement ça. Il y a autre chose. Et à mon avis, c'est ce manque d'autre chose qu'il faut leur apporter. Parce qu'il y a autre chose que simplement le résultat de votre bilan, le résultat de... Ça, c'est un peu fini. Il y a ça, mais il doit y avoir autre chose. Et cette autre chose, c'est le vivre ensemble. Moi, je découvre qu'il y a un besoin de vivre ensemble dans l'entreprise qui me fait penser à cette tribu décrite par le professeur Michel Maffesoli, c'est-à-dire cette nouvelle façon d'avoir des émotions ensemble qui revient de manière très très importante. Et bon voilà, il me semble que dans ces services on travaille beaucoup. Je donne un exemple, dans les services financiers on travaille beaucoup en fin d'année, il faut rendre les comptes. Chez nous par exemple, au 2 janvier, on a le bilan de l'année, le compte d'exploitation de l'année, métier par métier, sur 165 milliards. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup de travail entre les pré-clôtures et la clôture définitive. Eh bien les gens vont travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, 6h du matin à la fin de l'année. Je peux vous assurer que ça peut être extraordinairement festif et qu'à ce moment-là, c'est la fête qui va porter l'effort, plus que toute autre chose, plus que la rémunération. Et je crois qu'il faut que dans l'entreprise, on ait cette capacité à accepter le sens de la fête. Alors, je vais vous dire, c'est vrai que ces jeunes sont fantastiques, c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas un bien grand sens de la discipline, c'est vrai aussi qu'ils peuvent vous laisser des bières partout, ils ne vont pas tellement se baisser pour les ramasser, ils vont se laisser des pizzas, des machins, des trucs. C'est pas très grave, tout compte fait. C'est pas très grave si on est capable de pouvoir apporter ce sens de la fête. Et c'est lui alors... Je le vois dans certains services, et les services où ça marche sont ceux où les gens ont envie de rester. Les services où ça ne marche pas, les gens veulent partir. Merci. Oui, Véronique, tu auras le micro après, mais je te promets que tu auras ta question. Rachel, vas-y. Oui, non, mais c'est une question brève. J'ai été très intéressée par le passage du leader au manager. Du manager au leader. Du manager au leader, oui, du manager au leader. Il y a une nouvelle réforme hospitalière et je crois qu'à la tête des nouvelles organisations qu'on appelle pôles aujourd'hui, un leader serait bienvenu plutôt qu'un manager. Donc ma question c'est, est-ce que vous envisagez des formations ou comment on arrive à la notion de leader? Moi je ne crois pas beaucoup à la notion de culture spontanée. Et je pense qu'aujourd'hui une réforme hospitalière peut se planter parce qu'on n'aura pas mis des formations au bout. Oui, parce que le manager, finalement, se contente de faire respecter des process. Et je pense qu'on est à la fin de l'ère des process. C'est important d'avoir des process, ça encadre une façon de travailler, mais ce qui est important, c'est quelqu'un qui montre la vision. Où est-ce que l'on va ? Et je crois que c'est valable dans tous les services, même les petits services de quelques personnes, être capable à tout moment de dire voilà la vision, voilà ce que nous voulons faire. Et alors est-ce que ça vient de manière spontanée ? Non, absolument non. Et je pense même que les écoles y préparent assez mal. Je peux vous dire qu'on a mis en place un très gros programme de coaching. Personnellement, je passe beaucoup de temps à faire du coaching. On avait un problème tout à l'heure, on le disait, de faire évoluer un certain nombre de femmes vers des positions très importantes dans la maison. J'ai passé beaucoup de temps
temps personnellement à coacher les femmes qui étaient les mieux préparées à réussir, alors à les amener à ces notions de leader, c'est-à-dire à expliquer une vision, quelle est la mission et quel est le rôle de chacun par rapport à cette vision. Et il me semble que ça devient primordial par rapport au process. Les process, très bien, ça viendra ensuite, c'est très important, mais cette capacité à tout moment, y compris dans les mauvaises nouvelles d'ailleurs, surtout dans les mauvaises nouvelles, de pouvoir reprendre le leadership et d'expliquer ce qu'il en est et de fédérer tout le monde. Moi, je crois que c'est la nouvelle ère du management, si j'ose dire, et je pense dans les écoles de commerce, il se trouve que moi je suis parrain d'une promotion d'une école de commerce, parmi pas mal d'autres choses que je fais. Moi, je passe mon temps à leur dire ça, c'est très très bien les compétences, tout ça, formidable, mais c'est autre chose. Travailler en équipe, gérer des projets et être capable de développer du leadership et d'inspirer, de l'inspiration. Je voudrais te renvoyer une question, Rachel, mais au psychiatre. Est-ce que tu penses que l'on peut fabriquer des leaders ou est-ce qu'ils naissent leaders ? Attends. C'est-à-dire, je pense qu'il y a peut-être dans le fruit quelques germes, mais je pense qu'il faut arroser. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, il faut des viviers, il faut aider les gens à développer leur capacité à être leader. C'est ce que j'appelle le coaching et une autre notion. Bon, désolé de ces termes, mais nous avons 2 projets qu'on appelle le coaching et le mentoring. On va prendre des gens qui réussissent sous tous les aspects. Pour passer à la phase suivante, il faut absolument qu'ils développent cette capacité, qui sont humaines essentiellement. C'est pas de la technique, c'est humain. Et donc il va falloir essayer de vivre avec eux. Moi, je passe beaucoup de temps, je peux vous assurer, en coaching, avec des gens avec qui je prends rendez-vous. Et je dis, est-ce que vous avez conscience de ce que pensent les gens quand vous parlez, quand vous vous déplacez, quand vous annoncez une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous avez conscience de ce qu'ils sont? Alors, il y a un programme pour ça, qui est un programme très intéressant, je l'ai fait moi-même d'ailleurs, c'est le connais-toi toi-même. Est-ce que tu sais l'image que tu véhicules? Est-ce que tu sais de quoi tu as l'air? Est-ce que tu sais comment tu te comportes de quoi tu as l'air quand tu annonces une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce que tu aimes les mauvaises nouvelles? Si tu n'aimes pas les mauvaises nouvelles, oublie, tu ne seras jamais leader. Il faut que tu apprennes à gérer ça. Donc c'est un retour sur soi-même d'abord, et personnellement je passe beaucoup de temps, je peux vous assurer, à former des gens avant qu'ils accèdent à cette position. La question de la fin sera pour Véronique Anatole. La fin, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, moi j'ai été très frappée par votre exposé qui, par rapport au début du séminaire, finalement, nous n'avons eu que des exposés très pessimistes et très négatifs. Finalement, votre exposé, il me semble être le premier. On a entendu des sociologues, des chercheurs, des philosophes, des historiens, des sociologues du CEPOF ce matin, qui avaient une vision très pessimiste de la société française, de l'individu d'ailleurs aujourd'hui dans la société française. Défiance aussi vis-à-vis de l'entreprise, défiance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des élites. Et vous nous décrivez finalement un monde presque idéal d'entreprises en croissance, d'entreprises à haute technologie, entreprises avec un management particulièrement dynamique, participatif et pris de sens. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement par rapport à votre expérience d'entrepreneur, par rapport à cette vision qu'on nous a déployée depuis le début du séminaire de cette France en grande difficulté, de ces individus en grande difficulté, avec bien évidemment toutes les illustrations qu'il y a eu, avec la crise des banlieues, avec le chômage de masse, etc., avec le problématique de l'exclusion. Quelle est votre vision d'entrepreneur par rapport à ce clivage entre la vision que vous nous donnez de cette entreprise, très, très performante et très dynamique, et manifestement l'épanouissement des individus qui y travaillent, et de cette situation, de ce ressenti français général sur ce pessimisme global? Et au-delà de cela, je voudrais aussi vous poser la question, puisque vous dirigez au niveau européen GE, et donc vous avez également un rôle important aux États-Unis. Est-ce que finalement ce pessimisme ambiant et cette situation de la France dans le monde, qui a des éléments objectifs, pas seulement subjectifs, de place qui a régressé en termes de puissance, etc., est-ce que ça vous paraît être un mal français, je dirais quasiment génétique, ou est-ce que culturel d'autoflagellation, ou est-ce qu'il y a des explications dans le monde actuel, dans la mondialisation actuelle, culturelle, sur ces problématiques de pessimisme français par rapport à ce que vous pouvez constater dans d'autres pays européens ou aux États-Unis? Alors, je pense d'abord que... Personnellement, je suis assez optimiste parce que le thème de ce séminaire, c'est la modernité. Je pense que nous sommes déjà dans la post-modernité, personnellement. Je pense que nous ne sommes plus dans la modernité. La modernité, c'était l'hyper-individualisme. Je pense que nous sommes dans la post-modernité, le retour à ce que j'appelle des tribus.
et l'entreprise est une forme de tribu, la famille se reconstitue, mais pas la même, sous une forme de tribu. L'affectif compte beaucoup, il y a une grande solidarité interfamiliale. Donc je pense qu'il y a une autre société qui est peut-être plus affective, plus cohérente que la modernité. C'est ce qu'on appelle, enfin en tout cas ce que le professeur Maffesoli appelle la post-modernité, et j'y crois beaucoup parce qu'on le sent tous ensemble. On voit bien les enfants revenir, rechercher quelque chose dans les familles et dans les entreprises à une condition. À une condition, c'est qu'on soit capable à tout moment d'avoir une vision et que cette vision soit comprise et ressentie. S'il n'y a pas de vision, je pense qu'on va nulle part. Il y a une étude très intéressante. J'ai participé à un cours récemment sur ce sujet et la question était quels sont les critères de la réussite ? Eh bien, à ma grande surprise, le critère de la réussite n'est pas proportionnel au coefficient intellectuel, au quotient intellectuel. Le critère de la réussite, y compris dans les populations défavorisées, était essentiellement fonction de la capacité des parents à montrer un rôle à leurs enfants dans la société du futur. Mais le quotient intellectuel ne joue pratiquement pas. Il aide, bien entendu, mais selon que j'aurai des enfants... Selon que j'aurai des enfants qui auront un sens du rôle qu'ils auront à jouer, ils réussiront. Si au contraire, ils peuvent avoir tous les talents qu'ils veulent, ils ne savent pas quel rôle ils auront dans la société. Et je crois que la défaillance, c'est celle des dirigeants qui soient politiques. Dirigeants d'entreprise, et vous savez, tout ne marche pas parfaitement chez nous, ne le croyez surtout pas. Hein, il y a aussi des gros défauts. Je crois que c'est essentiellement cette capacité à montrer du rôle que les gens ont à jouer. Je comprends mon rôle, j'accepte mon rôle et je réussis. En ce qui concerne pessimisme et optimisme, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se décrète d'un seul coup. Je pense qu'il faut capitaliser sur les toutes petites victoires. Aujourd'hui, j'ai un petit résultat, je le fête et je le célèbre. Comme avec les enfants, hein, je crois que tu as fait ça aujourd'hui, c'est bien, bravo. Et confiance, mon fils ou ma fille. Et puis la phase suivante, on ira un peu plus loin et encore confiance et bravo. Je ne crois pas que dans une entreprise, il faille attendre la fin de l'année, un résultat formidable, vous êtes tous champions, vous êtes tous nuls. C'est tous les jours à partir de petites victoires. Il faut capitaliser sur les petites victoires. Et ce que je crois, c'est très souvent, peut-être le cas en France, j'en sais rien, je ne voudrais pas me mettre à ce niveau-là, on attend trop de choses sur des choses trop importantes, alors qu'il faut savoir gagner au jour le jour ces résultats. Deux courtes questions, et vous pourrez poursuivre cet entretien avec Francis Bailly qui nous fait l'honneur de rester au dîner amical de ce soir. Donc deux courtes questions car il faut laisser du temps à Sylvie Brunel. Alors, une courte question, Sandrine Delage au CHU de Rennes. Vous avez beaucoup parlé des jeunes comme cible. Moi, je ne m'y suis pas trop retrouvée parce que je suis confrontée au problème inverse, c'est-à-dire qu'on embauche assez peu. J'ai 35 ans et l'équipe que j'encadre, tout le monde est plus âgé que moi. Donc, est-ce que vous avez ce genre de situation et quelle est la politique que vous préconisez ? Et le deuxième point, c'est sur les valeurs. Comment avez-vous fait pour les définir sur une entreprise aussi grande ? Est-ce que ça reste quelque chose qui est défini au niveau des sphères dirigeantes et comment vous faites pour les faire admettre par tout le monde ? C'est deux questions importantes et difficiles. Alors, en ce qui concerne les plus anciens, je dois vous dire que nous, on est en train de presque de les faire revenir. Je vais vous donner un exemple. Quand moi je suis arrivé dans ma nouvelle fonction, j'avais en particulier l'aviation. Je ne connaissais rien à l'aviation. Moi, je venais du médical. J'ai dit, attendez, moi, je ne prends pas une fonction à laquelle je ne connais rien. Et vous savez, c'est comme dans le médical. On ne s'institue pas un spécialiste. Même au niveau où j'étais, il fallait comprendre un minimum. Donc j'ai dit, moi, je voudrais avoir quelqu'un que je respecte, qui est capable de m'expliquer. Et j'ai fait revenir un ancien à la Direction Générale d'Aviation Civile, qui avait travaillé chez nous pendant des années, qui était parti à la retraite. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux revenir en tant qu'aidement consultant ? Et aujourd'hui, j'ai mon coach et je dois dire que je pense que ce coach est irremplaçable, absolument irremplaçable. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les programmes Concorde, sur les programmes Airbus, etc., etc. Et je veux dire que tous les jours on se téléphone et tous les jours je dis quel miracle que j'ai à côté de moi cette personne. Il a à la fois l'histoire, la connaissance, le recul, la sagesse. Et donc je pense, si vous voulez, qu'il faut savoir chez ces anciens-là, si je peux les mettre entre guillemets, utiliser ces valeurs et à mon avis pas hésiter à les faire revenir. Je crois comprendre d'ailleurs que la loi va autoriser maintenant à cumuler retraite et emploi pour ceux qui le... Et je pense qu'il faudra le faire. Et très largement le faire.
Donc je peux vous dire que moi je me félicite tous les jours de pouvoir avoir recours à ces anciens qui acceptent. Ces anciens d'ailleurs, très intéressants, qui jouent un rôle dans le bénévolat. Nous avons de nombreux groupes de bénévoles aujourd'hui qui sont gérés par les anciens. Et on assiste à ce paradoxe, c'est que ce sont les anciens qui se montrent plus intéressés par les actions de bénévolat, dirigent les jeunes qui les suivent avec beaucoup de plaisir. Et quand les anciens racontent vous êtes dans tel métier, moi j'ai connu tel et tel produit, etc., etc., vous ne pouvez pas imaginer la joie que ça fait chez les plus jeunes d'avoir le recul de dire ah bon, tu as connu tel produit, tu as connu la naissance de tel produit, c'est formidable, raconte-moi. Donc voilà, moi je crois beaucoup au rôle des anciens dans les entreprises. Et je suis désolé et on n'y a pas échappé, attention, on n'y a pas échappé du tout, je suis désolé que pendant des générations, on ait restructuré essentiellement en liquidant les couches les plus anciennes, il faut bien reconnaître. Il y a d'ailleurs eu des tranches d'âge qui venaient voir à une époque en disant « Chef, je suis candidat, si vous avez des programmes, je suis candidat ». Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, s'il faut savoir les faire revenir, faisons-le. Alors, sur les valeurs, c'est un sujet très 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 sensible. Je pense que sur les valeurs, on a vite fait de sortir dans un catéchisme qui peut être très remis en cause. Donc moi je pense que les valeurs, il faut beaucoup en discuter. Il ne faut pas arriver en disant nos valeurs c'est ça. Parce que là, on dit cause toujours, qu'est-ce que tu nous racontes, blabla, blabla, blabla. Je pense que les valeurs, ça doit se discuter avec les collaborateurs dans des séances où on dit est-ce que vous êtes d'accord finalement ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Et je pense que s'ils ne sont pas d'accord, alors évidemment, s'ils ne sont pas d'accord sur l'éthique de base, là, il y a un problème. Il y a des choses qui sont indiscutables. Mais au-delà de ça, je crois que ça se discute beaucoup. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez plaquer, sinon on vous dit tu nous racontes ton truc, mais bon. Et alors s'il y a bien un sujet qui peut très mal passer, c'est celui-là. Là-dessus, il faut être très modeste et avancer pas à pas et en discutant. Et on se rend compte d'ailleurs que les gens vous apportent des choses dans les questions de valeur. Ils vous apportent des notions qui sont intéressantes et quand elles viennent de la salle, eh bien, on adhère plus facilement. Dernière question, c'est la dernière. Emmanuel Godard, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Je crois qu'on sera tous d'accord avec vous sur l'idée d'entreprise citoyenne, la relecture que vous avez faite également du bouquin de Michel Maffezoli, Le réenchantement du monde. J'aimerais rebondir pour autant sur un lapsus ou un quasi-lapsus que vous avez fait en parlant de profitabilité. Je pense, et vous serez sans doute d'accord avec moi, que General Electric n'est pas une entreprise philanthropique. Et j'aimerais savoir comment vous pouvez ménager à la fois dans la présentation que vous avez faite, l'idée d'un management très intéressant et le rôle des actionnaires aujourd'hui. J'aimerais savoir également si ce type de présentation, vous avez déjà eu l'occasion de le faire devant des actionnaires de General Electric. Et enfin, d'une façon plus générale, j'aimerais avoir votre avis sur l'étonnant paradoxe qu'il y a aujourd'hui sur l'explosion des profits des entreprises du CAC 40 qui ne s'est pas accompagnée au cours des 3 dernières années de création d'emplois. Alors, paradoxe entre les actionnaires et l'entreprise. Oui. Sauf que les actionnaires, ils sont souvent tous là. Vous savez, ça me rappelle à ce que me disait un jour le président d'Air France. Il me dit tout le monde veut des avions formidables avec un espace fantastique entre les sièges. Tout le monde veut que ce soit un service fantastique, des avions maintenus formidablement, partent à l'heure, arrivent à l'heure, sauf qu'ils ne veulent pas payer le prix. Et le moment venu, tout le monde veut des produits faits chez nous, mais manger des produits chinois. Bon, ces mêmes paradoxes, il existe là. Nous sommes tous actionnaires, on préfère tous, quand on met que ce soit 1 euro ou 1000 euros, on préfère tous que ça rapporte, mais on ne veut pas trop savoir comment ça rapporte. Et je pense que là, il y a un paradoxe, et il y a un paradoxe qu'il faut régler. Alors, le paradoxe qu'il faut régler, c'est effectivement celui de faire comprendre qu'on peut faire à la fois, et je ne vais pas essayer d'être trop naïf, l'un et l'autre dans des valeurs raisonnables. C'est-à-dire, si vous voulez, je pense que, on l'a vu d'ailleurs avec la bulle a été la plus belle démonstration que simplement compter sur l'actionnaire pour pouvoir développer quelque chose dans lequel il y a du vide, ça explose.
Donc, si vous voulez, la contre-démonstration de la bulle, c'est d'avancer pas à pas et régulièrement. Moi, je crois aux résultats réguliers, de la même manière que je crois qu'une confiance s'établit tous les jours, que la joie s'établit tous les jours, que l'optimisme vient tous les jours en capitalisant sur les petites choses. Je crois que le bon actionnaire est celui qui comprend que ça va prendre du temps, que ça va prendre de l'effort et qu'il faut qu'il accepte. Et lui promettre des résultats comme ça, d'un seul coup. Alors, nous, on a la chance, on est dans le high-tech. Alors, high-tech, je vous fais pas des descriptions, vous savez ce que c'est. Hein. Il y a en général 10 ans de recherche, après ça, il y a de la mise au point, et avant qu'on réussisse à retrouver de la rentabilité, il faut du temps. Donc, et puis on a des coûts, etc., etc. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut faire accepter à l'actionnaire que c'est ça, mais que c'est sain. Parce qu'à l'inverse, sur le long terme, il y gagnera. Donc, voilà, c'est ça, je crois. Et le message aux actionnaires, c'est de dire, j'espère que c'est le message qu'on passe, j'espère. C'est de dire, mais si vous lisez notre rapport annuel, j'espère qu'il le montre aussi, le rapport annuel essaie de montrer des résultats qui sont réguliers, qui ne sont pas extraordinairement fantastiques comme ça d'une année sur l'autre, mais qui sont réguliers. Et donc la confiance aussi, c'est ça. Hein, voilà. Alors qu'est-ce que je pense des résultats du CAC 40 ? Vous le savez aussi, c'est en grande partie le fait que la France a su internationaliser ses entreprises et qu'elles ont su, grâce à Dieu, profiter aussi de la mondialisation. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez les pays émergents aujourd'hui, les pays émergents vont mettre sur le marché de l'aviation 1 milliard de nouveaux passagers d'ici 2020. Les pays émergents sont en train d'acheter 3000 nouveaux avions. Les pays développés vont devoir remplacer leurs avions consommateurs en avions moins consommateurs. C'est encore 3000 nouveaux avions. On a devant nous un marché de 10 000 avions à vendre. Bon, c'est assez extraordinaire. Même chose sur l'énergie. Les pays émergents sont en train aujourd'hui de s'équiper en énergie. Donc si vous voulez, il y a là un avenir. Et je crois que ce qu'il faut faire comprendre, c'est qu'en développant ces infrastructures et en développant ces pays, on aura un développement qui sera à la fois pas à pas, harmonieux et durable. Moi, je ne crois pas du tout, et dans nos métiers qui sont la haute technologie, la bulle, ça ne marche pas longtemps. Hein, Merci. Je voudrais remercier très chaleureusement Francis Bailly pour sa très brillante conférence et les réponses aux nombreuses questions qui lui ont été posées. Je vous renouvelle ma proposition de lui poser des questions complémentaires au cours du NIT ce soir.